Hello, c'est Olivier de French You So Much, Your Fast Lane to Fluency, et nous voici dans l'édition spéciale consacrée au Brexit. Comme tu le sais déjà, cela fait bientôt 2 semaines que la Grande-Bretagne a quitté l'Europe. Je vais te proposer un sommaire qui s'organise en 3 parties, la chronologie, ce qui va changer et la vision. D'accord ? C'est parti. Donc, première articulation de ce sommaire, la chronologie. Je recommence depuis le début en rappelant donc l'adhésion à la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne, au 1er janvier 1973. Comme tu le sais, le référendum du 23 juin 2016 sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique conduit à la démission de David Cameron. S'ensuit l'arrivée de Theresa May, donc entre juillet 2016 et mai 2019, avec un acte fort qui est celui de donc, l'invocation, on appelle l'invocation de l'article 50, le 29 mars 2017. L'article 50 est une disposition qui permet à n'importe quel des pays de l'Europe de demander conformément à ces dispositions constitutionnelles son retrait de la communauté, tout simplement. Comme tu le sais sans doute, Theresa May aura beaucoup de mal. Boris Johnson est nominé ensuite le 24 juillet 2019 et on aboutit, bon an, mal an, au Brexit le 30 décembre 2020. Voilà donc résumé de manière hyper synthétique 47 ans d'histoire depuis l'adhésion à la CEE jusqu'au Brexit au 30 décembre 2020. Alors, quels sont les changements ? Je te propose donc 7 changements majeurs. Il y en a bien certainement d'autres, mais j'ai choisi d'aller, donc, on va dire, aux changements les plus évidents et les plus directs. D'accord ? Alors, d'abord pour le passeport, pour les ressortissants de l'Union européenne, le passeport redevient obligatoire à partir du 1er octobre 2021. On devra faire face à des contrôles à la frontière et la durée de séjour maximum sur le territoire de la Grande-Bretagne est portée à 90 jours. Deuxièmement, pour les nouveaux expatriés, donc je fais une petite parenthèse rapide, pour les expatriés qui sont actuellement sur le sol britannique, il n'y a pas de changement. Par contre, pour les nouveaux expatriés, le visa est bien évidemment obligatoire. Il faut en plus avoir une promesse d'embauche, pouvoir être en mesure de démontrer qu'on arrive avec un salaire qui sera supérieur à 28 000 euros bruts par an. Il faut également des compétences spécifiques. On recherche en particulier beaucoup d'infirmières en ce moment et pouvoir également parler l'anglais pour pouvoir gérer les tâches quotidiennes et professionnelles. En ce qui concerne Erasmus, alors Erasmus, tu le sais sans doute, est un programme qui permet aux élèves de l'Union européenne de pouvoir effectuer leurs études dans n'importe quel pays d'Europe. Il se trouve que la Grande-Bretagne se retire de ce projet, de ce système, et va s'orienter sur un autre concept qui permettrait aux ressortissants britanniques de s'exporter, on va dire, plus facilement en Europe. Et quant aux ressortissants qui souhaitent procéder à leurs études en Grande-Bretagne, ils devront réaliser leur visa et faire face à des frais de scolarité qui seront bien plus élevés. Donc une petite déception dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Ensuite, au sujet des taxes, il n'y a pas a priori bien évidemment de changement. Par contre, on peut s'attendre à des procédures et des contrôles alourdis. La pêche a fait l'objet de nombreuses discussions. L'objectif pour les Anglais était de démontrer en quelque sorte une indépendance alimentaire. Donc ils avaient des exigences très hautes en termes des quotas de pêche de l'Union européenne en eau britannique, et un accord final a été trouvé sur la base d'une réduction de 20% de la pêche des autres pays européens en eau britannique
donc de 20%. Au niveau de la finance, c'est la fin du passeport financier, avec de nouvelles conditions qui vont s'appliquer pour les entreprises britanniques qui vendent des produits et services financiers vers l'Europe. Nombre de ces entreprises avaient pris leurs dispositions en positionnant leurs filiales et certains de leurs assets directement en Europe pour éviter les difficultés. On note au passage que le pound, sur une base de 4 à 5 ans ici, comme tu peux le constater, a perdu globalement en relatif 20% de sa valeur par rapport à l'euro. En ce qui concerne les partenariats, on a deux axes. Donc un axe oui, le yes, où les partenariats avec l'Europe restent identiques et figés, entre guillemets, pour les axes autour du réchauffement climatique, l'énergie, la recherche, la sûreté nucléaire et l'antiterrorisme, alors que en matière de défense et de politique étrangère, on part sur une base, on va dire, plus individuelle, où le United Kingdom va prendre en main son destin en matière de défense et de politique étrangère. Il y a bien évidemment d'autres mesures, mais je te présente ici les mesures principales en ce qui concerne les partenariats. Alors, quelle est la prospective du Royaume-Uni du futur ? On parle de Global Britain, a new place for itself into the world. Donc, je trouve le thème et le concept de Global Britain assez paradoxal, puisque c'est un pays qui a conquis le monde à travers tous les océans, pratiquement tout le monde, et c'est aussi l'une des raisons pourquoi une grande partie du monde parle anglais aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Grande-Bretagne est à la recherche d'une nouvelle identité, d'un nouveau positionnement dans le monde. Alors, ils ont choisi pour ça, dans un premier temps, des accords post-Brexit. Donc, il s'agit de renforcer ou de créer des accords, de renforcer des accords existants ou de créer de nouveaux accords avec les pays que je viens de lister. Tu noteras des partenaires historiques tels que les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les investissements sur des programmes de mise à niveau et un focus sur le service public. Donc, je vais t'expliquer rapidement. La mise à niveau, il s'agit de la mise à niveau du territoire, puisqu'on a de grandes inégalités entre les grandes métropoles, comme par exemple Londres, qui a largement bénéficié de l'essor économique dérivant de l'accession à l'Europe, et le reste du territoire qui n'en a pas bénéficié. Donc il est prévu d'essayer d'uniformiser ou d'homogénéiser le territoire pour redistribuer un peu plus la valeur sur le territoire, avec également un service sur le service public. On peut envisager en particulier au niveau du transport pour, on va dire, réduire ces inégalités géographiques. Enfin, la technologie est un point qui va émerger, principalement sur la technologie de pointe, avec la biotechnologie, la réalité augmentée, la blockchain et la logistique. La logistique, on va dire, couplée à la data. Donc ce sont les domaines dans lesquels le pays veut se singulariser et être un pays de pointe sur ces technologies que je viens de préciser. Maintenant, la super bonne nouvelle. Imagine-toi que tu aies la possibilité d'avoir accès à des présentations comme celle que je viens de te faire. Imagine-toi un environnement dans lequel tu as un groupe de 16 passionnés qui ont la possibilité d'avoir accès à 44 sessions de 90 minutes chacune. Chacune de ces 44 sessions serait organisée autour de 4 présentations. Sur la base d'une année, on arrive à 176 présentations par an. Le plus, c'est que chaque présentation fait l'objet d'une correction personnalisée, avec un renfort en termes de vocabulaire et d'expression, avec l'apprentissage exponentiel, tu connais la méthode Thank You So Much, et en plus,
la capacité pour chacun des membres de faire eux-mêmes le programme en contribuant. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont inventer et créer le programme et non pas, le programme ne va pas être initié par un professeur. Ils font et ils créent directement le programme par rapport à ce qu'ils aiment. Ensuite, la capacité pour chacun des membres de supporter un autre membre comme un consultant. Chaque membre peut par exemple venir avec un sujet, un topic, et les autres membres vont discuter de manière à trouver des solutions rapides en mode brainstorming, si tu veux. Enfin, la capacité de créer son réseau en français, donc de réseauter en français, d'apprendre non pas le français, mais d'apprendre en français, et de développer ses compétences au-delà du français. Maîtriser le français, c'est très bien sur l'aspect technique et linguistique, mais on va pouvoir, dans ce groupe, pouvoir développer des compétences au-delà du français en termes de présentation, en termes de savoir-faire, en termes de structure, de pensée, etc., etc. Donc, beaucoup de choses dans ce groupe et dans ce concept que j'intitule The Influent Club, Learn, Network, Get Fluent in French. Si tu es intéressé, si tu as besoin de plus d'informations, je te laisse le lien. Je t'autoriserai 16 membres de niveau B1 à accéder à cet Influent Club avec un tarif et une offre que je pense imbattable pour les membres fondateurs, donc pour les premières sessions et le premier groupe. Je t'invite à nous rejoindre immédiatement à l'adresse qui s'affiche ici de FrenchYouSoMuch.com, The Influent Club. On se voit très bientôt. C'était Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency. Et n'oublie pas, The Influent Club, on t'attend. À bientôt. Bye bye.